Nations Unies qui devrait être fait. Pourtant, une telle situation pose la question de la quantification. Lorsque on se contente de dire personnes électrocutées, sans indiquer combien ont été électrocutés, combien sont morts par électrocution, combien ont eu des brûlures électriques, ça pose le problème de la quantification. Et la quantification, Monsieur le Président, est enseignée dans les écoles de tous les enquêteurs. Tous ceux qui peuvent faire des enquêtes, tous les OPJ, toutes les personnes à qui on peut confier tels travaux connaissent ce qu'on appelle la quantification. La quantification, Monsieur le Président, c'est le recours de façon systématique au nombre pour décrire, mettre en rotation et éventuellement expliquer certains phénomènes d'ordre social ou individuel. La quantification a pour objet, Monsieur le Président, de faciliter la démarche scientifique, de décrire les phénomènes, de les mettre en relation et de les expliquer et de déterminer leur degré de généralité. Ces enquêteurs des Nations Unies doivent quand même être de véritables intellectuels. On a magnifié ici le président Mohamed Ben Diaoui. On vous a dit qu'il a été président de cour à l'international. Il a été ministre des Affaires étrangères dans son pays, l'Algérie. Comment lui, il pouvait bien ignorer ces choses aussi élémentaires, sachant que, en ne les intégrant pas dans le rapport établi par lui et son équipe, au nombre de 3, encore une fois, ce rapport serait décrédibilisé, puisque ce n'est pas la première fois que des rapports établis par les instituts, sous l'égide des Nations Unies, soient décrédibilisés et écartés. En Colombie, de tels événements ont eu lieu. On a été obligé d'appeler à la barre pour témoigner ces enquêteurs-là. Nous n'avions pas eu peut-être l'intelligence, nous de la défense, de le demander. Mais pas qu'on ne le savait pas, mais parce que nous avions estimé tout simplement que convoquer des officiels des Nations Unies demanderait tellement de temps, puisqu'il faut forcément l'avis et l'accord du secrétaire général des Nations Unies. En Colombie, c'est déjà arrivé. Et nos clients, le président Moussa Dadis Camara étant détenu, nous ne pouvions pas nous permettre d'épuiser tout ce temps-là. Sinon, ces personnes seraient venues et nous auraient expliqué la méthode employée, et nous auraient expliqué où se trouvent les films, les images. Ils nous auraient expliqué pourquoi ont-elles ignoré cette notion de quantification qui relève quand même de la science. Et que le travail qu'on leur a donné était un travail qui relève de la science. Les enquêteurs, Monsieur le Président, n'ont pas dit la vérité sur ce point. Car les barbelés n'entourent qu'une partie, ou n'entouraient qu'une partie du mur du stade. Et l'incendie du commissariat du stade, avant l'entrée des manifestants dans le stade, le rapport lui-même l'indique clairement que le commissariat du stade a été incendié avant l'entrée des manifestants, a eu pour conséquence la rupture de l'alimentation électrique au stade. Le commissariat du stade est incendié. Il ne pouvait pas y avoir de l'alimentation électrique au stade. Mais comment, en dehors d'une alimentation électrique, des personnes peuvent être électrocutées? Comment, en dehors d'une alimentation électrique, des personnes pourraient
souffrir de brûlures électriques. D'où provenait alors cette énergie électrique? Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, d'où provenait cette alimentation électrique du stade? Cette alimentation qui n'alimentait que le mur du stade. L'alimentation électrique du stade est la même, et il faut que cela soit connu, est la même que celle du quartier. Une simple vérification dans les environs aurait suffi pour les enquêteurs d'infirmer cette information. Provenait cette alimentation électrique qui a pu brûler, électrocuter des personnes pour qu'on parle de cadavres, de gens électrocutés. Parce que l'idée était encore une fois de salir le président Moussa Dadis Camara. L'idée était de le disqualifier. L'idée était de salir la Guinée. L'idée était de salir le gouvernement guinéen. L'idée était de salir le CNDD. Mais on ne peut pas salir un État sur la base de choses, sur la base de contre-vérité. Personne ici n'a dit le contraire de ce que ce commissariat avait été brûlé. Pourtant, la conséquence a été justement la rupture de l'alimentation. Il n'y avait donc aucune énergie électrique au stade. Comment alors des personnes pouvaient être électrocutées? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Ce sont des contre-vérités. Et ces rapports se décrédibilisent pour ces contre-vérités-là. Les enquêteurs affirment qu'entre-temps, à l'intérieur du stade et dans l'enceinte, notamment sur le terrain de basketball, dans le stade annexe et près du mur qui donne vers l'université, des bérets rouges essentiellement, et donc pas exclusivement. Et le rapport ne nous dit pas qui sont les autres violeurs, puisque le rapport ne dit pas exclusivement qui sont les autres qui ont commis des viols et d'autres violences sexuelles. Reprenons, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, les films des enquêteurs pour montrer l'incohérence de temps et de lieu. L'incohérence dont ils font montre dans l'établissement d'un rapport aussi capital. Les bérets rouges étaient sur le gazon et les gradins, et ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Ce sont les enquêteurs qui le disent. Les militants sortent en courant. Mais logiquement, ils vont retrouvent les mêmes bérets rouges postés sur le terrain de basketball, qui est un stade omnisport et qui était fermé d'ailleurs. Ils courent, ils viennent par là pour se faire violer à même le sol. Ils savent que les bérets rouges sont postés là, sur les gradins, sur les gazons, de ce côté. Mais ils courent, ils viennent là pour se faire violer à même le sort. Quelle incohérence, Monsieur le Président. Quelle incohérence. La première règle d'une investigation est la cohérence de l'action.
et le vraisemblable de la description. De plus, un enquêteur possède, Monsieur le Président, un bon sens. Même si, par ailleurs, il ne possède pas une probité morale. Mais un enquêteur possède un bon sens. Ceux qui sautent du côté des rails retrouvent les mêmes bérets rouges et les femmes sont violées sur la voie ferrée. Voilà encore ce que disent les enquêteurs. Mais quelle autre incohérence due à la non-visite du stade? C'est la preuve, puisque les enquêteurs ne sont jamais allés au stade. Ils ne pouvaient pas comprendre la description du stade. Ils ne pouvaient peut-être que gommer ce qu'on leur a dit, sans aucune vérification. Mais ceux qui leur ont parlé sûrement ne savaient pas. Il n'existe, ça je peux vous l'affirmer, il n'existe aucune femme en Guinée, Monsieur le Président, à pouvoir sauter le mur du stade du 28 septembre du côté de la voie ferrée qui est de plus de 4 mètres en direction de l'autoroute, même avec l'aide d'un tiers. Il n'y a aucune femme en Guinée. Moi, je vivais à Koléa quand j'étudiais. Nous passions sous les rails et nous montions sur les poteaux électriques pour descendre dans notre salle de sport, le club Kanazawa. Mais Tchèque m'entend. Et il peut bien le confirmer. Il n'y a aucune femme en Guinée. Je dis bien aucune femme en Guinée pouvant sauter ce mur-là. Et les enquêteurs vous disent cela. Si nos sœurs, si nos filles, si nos épouses étaient en mesure de sauter le mur du stade du 28 septembre, rassurez-vous, Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, il y a très longtemps que la Guinée aurait déjà eu des médailles mondiales en saut, en hauteur. Très longtemps. Très très longtemps. Avoir une relation sexuelle sur la voie ferrée ou sur le gradin en béton d'un stade relève des fantasmes d'une série X des quartiers chauds de la Picale. C'est une véritable incohérence. Mais ça se comprend parce que les enquêteurs ne sont jamais allés au stade. Parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes. Donc ils ne pouvaient pas comprendre la description du stade. La commission, contrairement à ces allégations contenues dans le résumé, dit en son point 74 de la page 19 que la commission n'a pu avoir l'identité que de 67 morts. En fait, ce sont les morts que le gouvernement de la République de Guinée lui-même avait déclaré, identifié et rendu aux familles. La commission parle d'exécution sommaire parmi ces 67. La défense du président Moussa Dadis Camara et le gouvernement guinéen devraient en faire autant. Demande à la commission de préciser le moment, le lieu des dites exécutions sommaires. Cette demande se justifie, d'autant plus que le point 75 de ce rapport dit que certains, là encore le flou, les mêmes superlatifs, des 67 morts avaient des balles dans la tête, le thorax et les côtes.
Voilà pourquoi, voilà encore un élément qui indique que les enquêteurs avaient déjà un parti pris contre le gouvernement de Guinée à l'époque, un parti pris contre ses dirigeants à l'époque. Et cette mauvaise foi, ça va être prouvé tout à l'heure, Monsieur le Président. La mauvaise foi des enquêteurs est tellement manifeste qu'ils n'arrivent même pas à prendre du recul pour dire ce qui relève du plausible. Les enquêteurs disent que les bérets rouges ont visé les parties du corps, comprenant les organes vitaux. Imaginons, Monsieur le Président, imaginons, Messieurs les assesseurs, des bérets rouges tirant sur la foule en mouvement, puisque c'est le scénario décrit par la commission. Imaginons que ces bérets rouges tirent en visant des cibles mouvantes et ne tirent que s'ils sont en mesure de toucher les organes vitaux, comme la tête, le thorax et les côtes. Des gens en mouvement qui tirent. Pour des personnes qui courent, ont le temps de ne viser que ces parties vitaux. Est-ce que les enquêteurs pensaient que leurs lecteurs seraient des imbéciles, c'est-à-dire ne connaissent rien? On peut ne pas être honnête. On peut être de mauvaise foi. Mais quand on écrit, on se doit d'avoir au moins de l'intelligence et de penser que tous ceux qui vous lisent ne sont pas comme vous le pensez. La hâte des enquêteurs d'arriver à des conclusions qui amèneraient le président Moussa Dadis Camara et ses compagnons à la potence, au supplice, est telle qu'ils oublient de relire leurs documents pour éliminer les contradictions flagrantes. Dès la page 21, ils remettent en cause leurs affirmations. Sur la page 20, ils remettent en cause leurs affirmations de la page 19, en disant que M. Aboubakar Toumba et ses hommes se sont déployés en demi-cercle, tirant en rafale. Donc, ils ne visaient plus les organes vitaux, puisqu'ils tirent en rafale. Alors que sur la page 19, on dit qu'on tire sur les organes vitaux, la tête, le thorax, les côtes. Ils disent, sur la foule, amassée sur le gazon. Donc, ils ne sont plus dans les gradins. Cela n'est pas vrai d'écrire cela. Et la défense du président Moussa Dadis Camara précise que ce n'est pas vrai que d'écrire que le terrain de football du 28 septembre était praticable à ce moment-là. Le gazon étant enlevé depuis plusieurs jours pour préparer la rencontre internationale de la Guinée avec le Burkina Faso, personne ne peut s'arrêter immobile sur la boue en attendant que les autres viennent tirer sur vous. Les enquêteurs affirment, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que certains manifestants, encore les fameux superlatifs d'imprécision, ont été tués par balles par des bérets rouges qui se trouvaient à l'intérieur du stade, pendant qu'ils tentaient de sortir par les portes. Il y a 3 portes en tout au stade. Au nord, au sud, et la petite porte qui débouche sur la loge officielle. Mais les enquêteurs l'ignoraient, parce qu'ils ne sont jamais allés au stade. Ils tentaient de sortir par les portes ou d'escalader le mur du stade. Cette affirmation, Monsieur le Président,
n'est pas exact. Car l'intérieur du stade du 28 septembre possède, je dis bien l'intérieur, possède de petits murs surmontés de grillages. Mais les enquêteurs ignoraient. Parce qu'ils n'y sont pas allés. Finalement, quand on lit le rapport d'enquête internationale, à certains moments du rapport, il devient particulièrement difficile de comprendre les enquêteurs, tant la légèreté, tant les contradictions, tant les contre-vérités sont monnaie courante. Ils disent que les bérets rouges sont venus pour assassiner le plus grand nombre possible de personnes. Qu'à l'arrivée des bérets rouges, certains ont pénétré le stade et d'autres dans les gradins. Les uns et les autres ont tiré pour tuer jusqu'à épuisement de leurs munitions. Les enquêteurs se trouvent dans de l'exagération. Et cela est contraire à un travail scientifique. Cela n'est pas compatible à un travail scientifique. Et puis, si les enquêteurs affirment sur la page 22 que les bérets rouges ont pénétré le terrain et ont constitué un demi-cercle et ont tiré en rafale, mais c'est le contraire de la visée des partis vitaux. Vous ne pouvez pas vouloir tirer sur les parties vitales et former un cercle et tirer en rafale. Parce que si vous formez un cercle et vous tirez en rafale, vous vous tuez entre vous. Mais tout ça, ce sont les éléments de ce rapport d'enquête bâclé, hâtivement présenté, préparé. Et l'on veut que cela serve au soubassement d'une poursuite pour crime contre l'humanité, d'une poursuite pour responsabilité de commandement contre le président Moussa Dadis Camara, contre le colonel Thiebro et autres. Et donc pour eux, les morts se sont empilés les uns sur les autres, sur le gazon. Et ceux qui tentaient d'échapper étaient tués en tentant d'escalader les murs à l'intérieur qui n'existe pas. Donc on peut présumer, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, qu'il n'y a plus de survivants, ou alors que ceux qui restent vont être achevés par des baïonnettes. Mais non, les enquêteurs affirment que ceux qui ne pouvaient pas escalader devaient, pour tenter de s'échapper, traverser 2 rangs de bérets rouges disposés devant les principales issues. Tout est incohérence. Donc les bérets rouges étaient venus pour tuer le plus grand nombre de personnes. Ils ont tué, ils ont poignardé, fatigués et lassés de tuer, les bérets rouges font 2 rangs pour laisser les survivants sortir. Mais on se trouve dans quel film? On se trouve dans quel film? Et le parquet pense que ce rapport va nous échapper. Pour que ça puisse vous échapper, la partie civile pense que ce rapport va échapper à la défense du président Dadis pour que vous vous fondiez là-dessus. Alors que tout est contradiction. C'est pour ça qu'ils tiennent mordicus à la requalification. C'est pour ça, et je vous l'ai dit au début, qu'ils ont renoncé au chef d'accusation. Parce que c'est ce document qui a permis d'inculper le président Moussa Dadis Camara de crimes contre l'humanité et haute responsabilité de commandement. Que ce soit pour le commandement civil ou militaire dans son cas.
Mais ayant compris depuis très longtemps et dès le début que ça ne pouvait pas marcher, le parquet lui-même avait décidé de la requalification. En écrivant, si la parole est libre, chacun sait que l'écrit est serve. Si le ministère public pose des actes écrits, nous parlerons des conséquences juridiques attachées à ces actes écrits et qui se trouvent dans le dossier, qui ne sont pas ailleurs, mais qu'on abandonne pour faire d'autres réquisitions. Parce que tant que ce n'est pas ça, tant qu'on n'est pas dans le domaine de la responsabilité de commandement, tant qu'on n'est pas dans le domaine des crimes contre l'humanité, ils savent déjà avoir perdu d'avance en ce qui concerne le président Moussa Dadis Camara. Voilà pourquoi nous vous avons dit que nous étions aussi inquiets. Il reste à la commission de dire pour étaler ces absurdités que les bérets rouges ont retrouvé de l'humanité à ce moment-là. C'est-à-dire ils ont tellement tué, qu'ils ont fini par se dresser pour que les survivants viennent passer au milieu d'eux. Là, ils se sont mis à embrasser les survivants qui passaient entre eux. Et puis, après avoir traversé ce cordon, la commission dit, les militaires, pourtant dans la description des corps présents au stade, la commission disait qu'il n'y avait pas de militaires. Mais les militaires ont achevé des femmes violées en introduisant des fusils dans leurs vasins et en tirant. Je suis en train de travailler sur un document, une pièce capitale de ce dossier. Et je suis en train de démontrer que ce document ne devrait pas servir ce tribunal et ne le servira pas. D'après donc la commission, ces actes se sont déroulés à l'esplanade du 28 septembre devant des centaines d'autres membres des forces de l'ordre et des manifestants. On en a vu sur les rails, la voie ferrée, on en a vu dans le stade Omnisport. Maintenant là, ça c'est l'esplanade devant des centaines de personnes. Mais des questions restent à poser à ce niveau, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Comment les militaires ont-ils identifié les femmes violées pour les achever sur l'esplanade? Comment ont-ils pu le faire? Des autopsies ont-elles été réalisées pour révéler le nombre de femmes décédées avec des tirs à bout portant dans le vasin? Ces rapports n'en font pas cas. Il faut que nous le disions, parce qu'il s'agit de la vie de milliers de gens qui sont là. Il s'agit de l'honneur des pères de famille. Il s'agit de leur image dans l'histoire du pays. C'est pour cela que nous devons avoir l'honnêteté et le courage de le dire de manière scientifique. Et c'est pour ça que c'est notre rôle en tant qu'avocat de le dire. Parce que eux, ils ne pourront jamais le dire. Parce que eux, s'ils essaient, on parlera encore de compassion.
comme pour dire que nous n'avons pas la même définition de la compassion. Le comble du mensonge des enquêteurs se trouve étalé dans le petit G de la page 21 du rapport. Les enquêteurs disent à ce niveau que les militaires ont forcé 4 détenus à creuser 4 fosses dans lesquelles ont été enterrés les 19 corps. 19 corps. Les militaires ont coupé les bras et les jambes de certains cadavres afin de les faire enterrer plus facilement dans les fosses. Mais ces enquêteurs qui écrivent là ont aussi écrit qu'ils n'ont pas voulu aller voir une seule fosse identifiée, alors que le mandat qu'ils avaient leur permettait d'établir les faits. Le même paragraphe se termine par la libération miraculeuse des 4 creuseurs des fosses communes qui ont, d'après la commission, à nouveau été transportés pour être jetés dans une rivière à Sanfonia. C'est grotesque et ridicule. Est-il plus rapide, plus simple de faire creuser par des personnes qu'on oblige quelques centimètres de plus pour augmenter une fosse commune et enterrer un bras ou un pied qui sort ou de le couper? Cela est-il plus facile que de prendre ce même corps et d'aller jusqu'à Sanfonia jeter dans une rivière? Qui va peut-être vous étonner. Lorsqu'un trou ne peut accueillir un corps dans son entièreté, peut-il contenir le même corps si on le découpe en bras? Si on le découpe en bras, une jambe? Les enquêteurs ont-ils pris la peine de visiter la ville de Conakry, et en particulier le quartier de Sanfonia, pour se rendre compte qu'à Sanfonia, il n'y a pas une rivière, appelée rivière de Sanfonia, mais un lac, et qu'un lac n'est pas une rivière? Le lac de Sanfonia est connu de tout le monde ici, en tout cas tous ceux qui vivent à Conakry. Est-il aussi facile en saison pluvieuse? Je dis bien en saison pluvieuse. Ce lac fait moins de 3 mètres. Mais les enquêteurs vous disent que les militaires ont forcé des creuseurs au nombre de 4 pour enterrer des corps, 19 corps. Mais au lieu, pour un bras, une jambe, au lieu de les obliger à juste augmenter, non. Ils ont plutôt quitté le lieu des fosses communes qu'on ne connaît pas encore pour aller jusqu'au niveau du lac, et ils disent rivière de Sanfonia. Cette enquête, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, a été bâclée. Ce rapport ne peut pas vous servir, si ce n'est vous induire en erreur. On aurait souhaité, avocat de la défense, ce n'est pas le moment, nous le savons, et nous ne le disons pas comme une demande, nous le disons comme regret, mais on aurait vraiment souhaité que ces enquêteurs-là comparaissent ici pour répondre à ces questions que nous allons leur poser. Autre contradiction, et on l'a dit dès le début, la commission dit être à mesure de confirmer 109 cas de femmes victimes de viols et autres violences sexuelles, dont certaines mineures, certaines femmes mineures.
Mais nous sommes, Monsieur le Président, en 2009, et vous avez vu la vidéo qui a été projetée ici. Dites-moi, ce n'est pas une question que je pose au tribunal. Est-ce que dans ces vidéos, on a vu autant de femmes? En 2009, là encore, c'est vérifiable. 109 femmes dans une manifestation, c'était déjà beaucoup. C'était déjà beaucoup. Et quand la commission dit que les viols et les autres violences sexuelles ont été commis pendant tous les événements au stade, il y a quoi s'interroger sur la notion du temps, la notion de temps des enquêteurs des Nations Unies. Nous ne reviendrons pas, Monsieur le Président, sur les supposés viols, puisque de toutes les façons, devant ce tribunal criminel, une seule personne est poursuivie pour viol et à tort. Et ce qui est patent dans son cas, c'est que la personne qui est partie civile le connaissait déjà. C'est important de le savoir et que le règlement de compte existe. Nous ne reviendrons pas sur les viols sur la voie ferrée, parce que ce n'est pas possible. Nous ne reviendrons pas sur les viols, sur les gradins, sur les pelouses ou sur l'esplanade, devant tout le monde. L'expert médico-légal de la commission a observé des ecchymoses au tiers supérieur de la face interne des cuisses de plusieurs femmes. Nous pensions que cet expert-là connaissait compter pour me dire une femme, 2 femmes, 3 femmes, mais ne pas rester dans l'expératif. Je reviens encore à la notion de quantification. Mieux, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, les douleurs et les démangeaisons vulvaires et vaginales sont courantes en Guinée. Demandez aux médecins guinéens le nombre d'infections de ce type rencontrées lors des consultations quotidiennes, des consultations de routine chez les gynécologues. Demandez-leur. Est-ce qu'on peut valablement dire que c'est parce que il y a eu le 28 septembre que ces personnes-là ont eu ces douleurs et ces démangeaisons vulvaires et vaginales? Demandez à tout médecin et demandez d'ailleurs à toute femme. Ce sont des choses qui font partie du travail quotidien des gynécologues. Les enquêteurs auraient pu aussi prendre la peine de demander la prévalence des maladies sexuellement transmissibles, les MST, chez les femmes des quartiers qui avaient répondu à l'appel de la manifestation, puisqu'ils disent les avoir identifiées sans donner leur nom. Ils auraient cherché à les connaître s'ils les avaient rencontrés et ils se seraient informés. Mais en lieu et place d'une véritable investigation, d'une véritable enquête scientifique, les enquêteurs ont avalé les déclarations du président de l'OGDH, M. Mandiou Sow, comme je vous l'ai dit. C'est ce dernier qui, moins de 2 semaines après les événements du 28 septembre, a affirmé sur les antennes à la télévision guinéenne que certaines des femmes violées sont infectées par le VIH. Comment peut-on savoir qu'il est possible
de détecter qu'une personne a été violée le 28 septembre, que l'examen peut prouver qu'il est déjà séropositif. Si c'était le cas, c'est que ces gens étaient déjà séropositifs avant. J'ai posé ces questions-là ici à Dr Ben Youssouf. Mais vous avez vu la peine dans laquelle il a voulu se démerder, mais il n'a pas réussi. Parce que les médecins du monde entier le regardaient. Les médecins guinéens le regardaient. Nous avons un médecin ici. Mais cela est impossible. C'est une impossibilité absolue. Les enquêteurs n'ont fait que dire la même chose. Puisque eux, sachant que la version donnée par le président de l'OGDH n'était pas vraie, ils ont ajouté des semaines. Donc ils ont pris la précaution d'ajouter un délai de 4 semaines pour dire que 4 semaines serait suffisant pour déterminer la séroprévalence. Je veux bien qu'on s'informe auprès des médecins. Je veux bien qu'on fasse ce travail scientifique-là. Et vous comprendrez encore une fois que ce rapport n'est que papier. Que ce rapport n'est qu'établi pour salir encore une fois le gouvernement guinéen, qui à l'époque était effectivement dirigé par le président Moussa Dadis Camara. Mais lui avait ajouté, pour mieux obscurcir le dossier, que certaines de ces femmes violées sont devenues folles. Ce Mandjou l'avait dit à la télé qu'avant 2 semaines, les femmes violées au stade étaient déjà séropositives et certaines étaient devenues folles du fait de ces viols-là. Quelle légèreté. Un rapport qui émane des services de l'ONU. Et pour déterminer le nombre de femmes violées et infectées du VIH, la commission, composée de 14 experts et de 3 commissaires, c'est-à-dire Ben Ndiaoui et les 2 membres de son équipe, ne possède comme unité de mesure que des termes que j'ai déjà cités d'experlatifs, certaines, quelques-uns, beaucoup, une majorité, des victimes, des témoignages. En science, Monsieur le Président, chaque terme doit permettre de circonscrire la réalité ou la notion qu'il désigne de la façon la plus exacte possible. C'est cela le travail scientifique. Et c'est ce travail scientifique qui doit primer ici. C'est ce travail scientifique que devrait faire la commission. C'est ce travail scientifique que les enquêteurs devraient faire. Et les enquêteurs l'ont oublié. De même, ils ont oublié la critique historique qui a été mise au point par les historiens allemands au milieu du XIXe siècle. Celle-ci repose sur l'évaluation ou la critique de documents. Lorsque nous préparons un document relativement à des faits bien déterminés, on doit procéder à une évaluation en tenant compte des éléments en face. Mais on ne doit pas se limiter là. On doit faire une autocritique avant que d'autres personnes ne lisent. Et cette critique a 2 volets, externe et interne. Interne à notre niveau, externe pour ceux à qui on pourrait confier pour lecture et critique. La seconde absurdité de la commission d'enquête internationale, Monsieur le Président, est liée, comme je l'ai dit, à sa méconnaissance de la Guinée. Et là, je vais vous surprendre. Quand la commission affirme, dans son point 96 de la page 23, que quelques-unes de ces victimes étaient vierges avant les événements du 28 septembre, en 2009,
C'est là que je vais vous surprendre. Une fille vierge dans une manifestation politique en Guinée. La défense du président Moussa Dadis Camara et le gouvernement de Guinée s'inscrit en faux contre de telles affirmations qu'elle considère comme une véritable absurdité. Et pour cela, nous nous appuyons sur les deux enquêtes démographiques et de santé de 1999 et de 2006, faites ainsi en Guinée. Les documents existent, dans lesquels il est clairement mentionné que les premiers rapports sexuels sont précoces en Guinée et de l'ordre de 13 ans en moyenne. Dites-moi en 2019, si des femmes de moins de 13 ans pouvaient être à des manifestations. En Guinée, à cette époque, les rares femmes qui assistaient à des manifestations politiques étaient des femmes mariées ou en état ou en âge de l'être. Lisez. 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 Le document, les deux documents des enquêtes démographiques et de santé, EDS, 99, 2006. 2006 précède juste de quelques années, 2009. Vous comprendrez. Et là encore, ce sont des travaux scientifiques. Ce ne sont pas des propos en l'air que nous avançons. Et ce sont ces avancées scientifiques qui doivent aider votre tribunal. C'est pour ça que je vous ai dit que ce procès revêt plusieurs dimensions. À 13 ans, à moins de 13 ans, c'est un âge où il est rare de voir. C'était un âge à cette époque, il était rare de voir des jeunes dames aller à des manifestations. À moins qu'elles soient sorties avec leur maman ou leur grande sœur. Mais je vois mal une maman qui sortirait avec sa petite fille. Je vois mal une grande sœur qui sortirait avec sa petite fille. Que cela se sache. Qu'on en reste dans le passé, en 2009, pour comprendre le raisonnement que nous tenons pour défendre le président Moussa Dadis Camara. Parce que ce rapport, il est fait pour le salir. On ne peut pas comprendre cela. On ne peut pas comprendre cela. Sur l'ensemble des allégations des partis politiques, par le truchement de leurs militants, il n'y a que l'accusation de génocide qui a fait l'objet d'un raisonnement contradictoire. Et les enquêteurs n'ont pas voulu retenir cela. Parce que c'était patent, injustement, s'il avait fait. Une dame appelée Madame Si, Mariam, avait dit sur les médias, sur qui, je ne veux pas le dire, mais sur qui les militaires tiraient, indiquant la couleur de sa peau. Ça se comprend très vite. Comme si c'était elle seule qui avait cette couleur de peau. Comme si les militaires ne cherchaient que cela. Parce qu'on a voulu coller à cette affaire, en plus du crime contre l'humanité, le crime de génocide. C'est pourquoi d'ailleurs certaines parties civiles, dans leur plaidoirie, ont parlé de génocide à tort. À tort. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, sur l'autre raisonnement ou l'autre raison qui indique que ce rapport n'est pas crédible, c'est bien la question, la qualification des violations, c'est des crimes.
Les événements du 28 septembre 2009 qui ont occasionné la mort de 67 personnes, selon le rapport de la commission d'enquête internationale, et 9 autres disparus, comptez, vous serez à 156, relève d'actes de violence commis au stade qui ne peuvent pas être reprochés au président Moussa Dadis Camara. Si ces violences ont été préméditées, la préméditation n'a pas été le fait du président Moussa Dadis Camara. Il faudra rechercher les responsables des comploteurs dont j'ai déjà décrit suffisamment. La Guinée n'a donc pas exécuté 67 civils, ou le président Moussa Dadis Camara n'a pas exécuté 67 civils. Il n'a donné aucune instruction, aucun ordre pour exécuter 67 personnes civiles. Comme le prétend le point 171 de la page 38. Il y a eu 67 morts, tués par balles, étouffement et blessures. Il y a eu 67 morts, tués par balles, étouffement et blessures. Pour les 89, on a parlé de disparition. C'est ce que le rapport d'enquête internationale dit. Et c'est ce rapport d'enquête internationale qui est l'élément essentiel que le parquet a, que les parties civiles ont. C'est sur ça qu'ils se fondent. Le gouvernement n'a jamais nié l'insubordination dans l'armée. Le gouvernement n'avait jamais nié l'indiscipline dans l'armée. Les violences du 28 septembre n'ont jamais atteint un niveau de gravité justifiant qu'on les qualifie de crimes contre l'humanité. Ce serait insulter la mémoire de ceux-là qui sont morts dans d'autres pays, dans les cas de crimes contre l'humanité. Les événements de janvier et février 2007 ont connu plus de morts et de blessés. Ils n'ont pas été considérés comme un crime contre l'humanité. Mais c'est vrai qu'en 2007, il n'y avait pas le président Dadis. Donc il n'y avait pas le mal-aimé. Il n'y avait pas le colonel Thiebro qui, vigoureusement, dirigeait ce département qui luttait contre la drogue. Et puisque ces gens-là ont fait don de soi, d'eux-mêmes, pour défendre des valeurs, c'est normal que là où il y a plus de victimes, on ne parle pas de crimes contre l'humanité. Parce qu'à ce moment-là, les personnes qui étaient là étaient protégées par ceux qui sont tapis dans l'ombre, dans les capitales occidentales. Mais comme le président Moussa Dadis Camara ne pouvait faire leur affaire, c'est normal que ce qui se passe pendant qu'il est président soit à tort qualifié de crime contre l'humanité par une commission qui ignore totalement les réalités de notre pays, l'histoire de notre pays, la géographie de notre pays, la sociologie de notre pays, la démographie de notre pays. Il n'y a jamais eu d'attaque généralisée, ni avant le stade, ni dans le stade, ni après le stade. Nulle part, la commission n'a démontré, hors de tout doute raisonnable, une coordination, une planification. Car au moment où certains ont été tués, ou au moment où certains ont tué, d'autres ont sauvé. Le commandant Aboubakar Diakité a indiqué ici
combien de leaders il a sauvés. Et ces leaders l'ont reconnu. Le colonel Moussa Tiebro a indiqué combien de leaders il a sauvés. Ces leaders l'ont reconnu et l'ont remercié ici. Peut-on parler de coordination dans ce cas? S'il y avait une coordination, pensez-vous que certains allaient tuer et que d'autres allaient sauver? C'est cela la définition de la coordination. Et c'est comme cela que l'on doit comprendre la coordination dans le cadre du crime contre l'humanité. Mais nous en parlerons plus tard. Les violences ne se sont pas généralisées et se sont limitées. Les violences du 28 septembre 2009 en Guinée n'ont jamais été systématiques, comme veulent nous faire comprendre les enquêteurs de l'ONU. Le 28 septembre n'était pas dirigé contre une population civile. Le 28 septembre, c'est tuer des Guinéens pour discréditer un homme, un groupe d'hommes, pour permettre à des prédateurs économiques de revenir au pouvoir. Le 28 septembre n'a jamais été dirigé contre une population civile. On a voulu tuer des personnes pour discréditer le président Dadis. On a voulu tuer des personnes pour discréditer le CNDD. On a voulu tuer des personnes pour discréditer les compagnons du président. C'est cela la vérité. Ne pas le dire serait passer à côté. Encore une fois, nous devons écrire l'histoire de notre pays et de la plus belle des manières. Donc on arrête de penser que des Guinéens ont planifié quelque part pour tuer d'autres Guinéens de manière généralisée. Qu'on arrête de penser que ce qui s'est passé au stade du 28 septembre était dirigé contre une population civile. Mais ce sont des personnes, des comploteurs, qui ont voulu tuer certains Guinéens pour salir un homme, pour salir un gouvernement, pour salir une date historique, le 28 septembre, pour délocaliser le procès de la Guinée vers l'étranger, parce qu'on avait pensé que ce procès ne se tiendrait jamais, ou on avait pensé que l'homme, le président Moussa Dadis Camara, n'ayant pas reçu à lui faire partir le 28 septembre, il resterait pendant longtemps. Et que par conséquent, il fallait faire en sorte qu'on tienne un procès à l'étranger. Mais on a tout de suite compris que pas sur la base de ce document-là. Parce que ce document-là ne tient pas devant n'importe quelle juridiction. Et ça ne tiendra pas devant vous. La commission a donc affirmé à ce propos avoir recueilli dans les milieux des avocats ainsi que dans les instances judiciaires guinéennes, indiquant qu'aucune juridiction nationale guinéenne ne serait à mesure de connaître de manière conclusive les événements du 28 septembre. Le procès que nous tenons aujourd'hui dément cette position. Et il y a longtemps, les Guinéens auraient réussi à organiser ce procès. Mais je vous ai déjà dit pourquoi il était impossible d'organiser un tel procès. Parce que ceux-là qui nous dirigeaient savaient tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Et ils ne pouvaient pas se permettre d'organiser un tel procès, sachant qu'on ne les oubliera pas, sachant qu'on dénoncerait leur nom publiquement ici, quitte à aller en prison ou quitte à être arrêtés. Mais ils ont préféré plutôt mettre dehors, loin de la Guinée, loin du pays, l'homme qui en quelques mois voulait se battre pour que ce procès se tienne. La commission conclut que la justice guinéenne n'a ni la volonté ni la capacité de poursuivre les auteurs des crimes contre l'humanité. Mais la justice, c'est une abstraction, c'est un tout. Qui donne ses moyens à cette justice? Mais ce sont les autorités. Après la tentative d'assassinat contre le président Dadis le 3 décembre, la Guinée n'avait-elle pas de dirigeants?
Ces dirigeants ne pouvaient-ils pas donner les moyens à la justice pour qu'elle tienne ce procès? Au moment où toutes les preuves étaient encore là, au moment où tous les éléments étaient encore chauds, pourquoi n'ont-ils pas fait pendant la première année 2010, la fin de la transition CNDD, qui dirigeait ce pays? Celui-là qui défie la justice de son pays. Celui-là qui brave tout le monde. Celui-là qui fait comprendre que personne ne peut rien contre lui dans ce pays. Celui-là qui fait tout pour que son ancien compagnon soit enfoncé. Pourquoi lui, il ne l'a pas organisé? Est-ce que l'État n'avait pas de moyens? Lorsqu'on l'on dit qu'il n'y avait aucune volonté, c'était la volonté de qui alors? Alors que ceux-là ont dit publiquement connaître la vérité dans cette affaire. Mais pourquoi n'ont-ils pas agi? Attends. Pourquoi attendre? 14 ans, 15 ans. La Guinée hériterait d'une justice qu'il serait temps de réformer. Voilà les argumentations de la commission. Mais la Guinée, bien que différent, par la présence dans ce procès d'un ancien chef d'État, notre pays a quand même pu organiser d'autres procès plus grands, pas comme celui-là. On a connu le procès des narcotrafiquants, le procès des Mathias. Je devrais encore être à l'école primaire, non au collège. La Guinée a connu des procès concernant les détournements de deniers publics, des procès importants. Quelle volonté on devrait chercher, alors que ceux qui étaient au pouvoir pouvaient le faire, et c'était à eux de préparer cette volonté-là. La dernière raison pour laquelle ce rapport d'enquête international n'est pas crédible, c'est sous les responsabilités. La commission a conclu en la responsabilité du président Moussa Dadis Camara. D'autres de ses compagnons, tels que le colonel Moussa Tiebro, elle a même aussi reconnu la responsabilité de son aide de camp. La responsabilité de commandement. Mais la commission, sélective dans son travail, ancrée dans le parti pris de ce qu'elle avait toujours fait, a choisi de faire porter par un homme qui a coopéré la responsabilité de ce qui s'est passé, au point de prévoir toute une litanie d'incriminations contre lui, contre le président Moussa Dadis Camara. La première litanie, la commission affirme que le président Moussa Dadis Camara a donné des ordres à monsieur, au commandant Aboubakar Diakité, pour aller au stade et massacrer. La commission affirme également que le président Moussa Dadis Camara a donné des ordres au colonel Moussa Tiebro et que ces personnes-là ont joué un rôle dans la coordination. Ce sont les points 216, 217, 218, 300, 219, 220, 221 et 222. Mais ce procès a mis à nu les conclusions d'un tel rapport. Parce que jamais le commandant Touba a dit ici avoir reçu des instructions de quelque nature que ce soit, des ordres de quelque nature que ce soit, venant du président Dadis. Jamais il a été dit ici, devant ce tribunal criminel, et le colonel Tiebro ne l'a pas dit. Il n'a jamais dit que le président Dadis lui a donné des ordres, que le président Dadis lui a donné des instructions. On pourrait peut-être penser
puisque c'est le raisonnement dans les médias, dans l'entendement de tout le monde, que lui ne pouvait rien dire contre le président Dadis. Mais pour vous tous, pour nous tous ici qui avons écouté le commandant Aboubakar Diakité, c'est clair qu'il aurait dit. Mais si on parvenait à prouver même que le président Dadis ait donné un ordre, une instruction, ce qui n'est pas possible, au colonel Thiebro, au commandant Aboubakar Diakité, d'aller au stade. Est-ce que cela sous-entendrait d'aller tuer l'autre litanie d'incrimination? Et avant ça, l'autre litanie d'incrimination, c'est qu'on dit que ces personnes ont joué un rôle de coordination. Mais je pense que lorsque on décide de coordonner des choses ensemble, on ne fait pas des choses contraires. Des choses qui sont à l'antipode l'une de l'autre. Chacun a compris ici dans les débats, comme je l'ai dit, que certains ont sauvé, pendant que d'autres ont tué. C'est impossible pour définir une coordination. L'autre litanie d'incrimination reprochée au président Moussa Dadis Camara, c'est bien des déclarations publiques qui, selon la commission, témoignaient de son intention de répondre aux manifestations. Ce sont les points 223 et 224. C'est encore ridicule, puisque la commission elle-même, en faisant allusion à cette déclaration publique, se contredit. Parce que les déclarations qui lui sont reprochées, c'est quand il dit, par exemple, que l'armée n'était pas contrôlée. Mais la commission elle-même dit que cette armée manquait de gens formés dans son personnel. Que dans cette armée-là, il y avait de l'insubordination, il y avait de l'indiscipline. Pourquoi la commission doit dire en même temps une chose et son contraire? Pourquoi les enquêteurs devront dire en même temps une chose et leur contraire? L'autre déclaration, c'est quand le président dit que des partis politiques sont responsables de ce qui s'est passé. Mais aussi bien dans le point 13, page 10 de la commission d'enquête internationale, que dans la commission d'enquête nationale, il est clairement indiqué, on a entendu des personnes qui ont dit avoir agi dans la destruction au niveau de la belle vie du commissariat, en ayant obéi à des politiques. Alors, on peut mentir au niveau de la commission nationale, puisque personne ne croit en cette commission. En tout cas, le procureur ne croit pas. Mais au moins, ce qui est dit dans cette commission est aussi dit dans la commission d'enquête internationale. Donc, les deux commissions ont donc menti. Est-ce que quand le président dit alors que les politiciens ont saccagé ces endroits, il ne dit pas la vérité? Et comment voulez-vous un chef d'État dont la première mission étant d'assurer la protection de ses citoyens incarne d'abord toutes les institutions républicaines? C'est pour ça qu'il est le premier de ses compatriotes. Mais comment voulez-vous qu'un tel chef d'État entende que la police a été attaquée et qu'il ne dise rien, alors qu'il a juré de protéger les institutions républicaines? Lorsque le président dit qu'il y a eu tel nombre de morts, 56, 57, parce que tout simplement, c'est le compte-rendu qu'on lui a donné, on dit qu'il ne dit pas la vérité, alors qu'il n'a fait que transmettre fidèlement, pour la transparence, ce qui lui a été transmis par ses ministres, par des personnes qui lui rendent des comptes. Lorsque le président dit, rappelez-vous de ce qui s'est passé en 2007, et on veut transformer cela, mais Bahouri a répondu
à cette question ici. Est-ce qu'un président d'un pays souverain n'est pas en droit, n'a pas le pouvoir de dissuader des personnes qui veulent organiser un meeting un jour historique dans un stade suspendu? Est-ce qu'il n'a pas ce droit-là? La dernière litanie des infractions que le rapport de la commission d'enquête reproche au président Dadis, et c'est par là que je vais terminer. Cette partie, bien sûr, c'est que la commission rend responsable le président Moussa Dadis Camara en raison de son statut de commandant en chef des forces armées. Point 225. Et en raison de ses supposées actions entreprises après les événements. Mais pour les actions entreprises après les événements, pendant 4 heures de temps, ou 2 heures ou 3 heures de temps hier, j'ai étalé secteur par secteur ce qu'il a fait avant, ce qu'il a fait pendant et ce qu'il a fait après. Et je pense que personne ici, en tout cas pas ce tribunal criminel, ne peut se laisser convaincre qu'il n'avait rien fait après les événements du 28 septembre. Mais sur la notion de commandant en chef des forces armées, je vous demande de lire l'article 11. Je vous demande, Monsieur le Président, de lire l'article 71. Le statut militaire. La hiérarchie militaire générale en Guinée comprend les militaires de rang. 2. Les sous-officiers. Les sous-officiers subalternes. Les sous-officiers supérieurs. Les officiers subalternes, officiers supérieurs et officiers généraux. Parler de la responsabilité de commandement nous amène à parler tout d'abord de cette hiérarchie militaire. Le président n'y figure pas. Cela est peut-être élémentaire. Mais le président, lorsqu'on dit qu'il est le commandant en chef des forces armées, c'est exactement lorsqu'on dit que le président de la République est le premier magistrat du pays. Exactement. Et je vous définis. Il est le premier magistrat du pays parce que c'est lui qui nomme. Mais est-ce que on a une seule fois vu un président porter une robe? Est-ce que le président est membre? Il est membre de droit du Conseil supérieur de la magistrature, mais est-ce qu'il siège? Lorsqu'on vous dit que le président est le commandant en chef des forces armées, c'est un titre honorifique. C'est un titre honorifique qui n'a rien d'opérationnel. Et ce titre honorifique, je ne reviendrai pas sur ce qu'a déjà dit Maître Ouedraogo, qui a une histoire en France avec le général de Gaulle. Ce titre honorifique lui donne tout simplement le pouvoir de nommer à tous les emplois militaires, de présider s'il le faut le Conseil de la Défense. Mais dans l'opérationnalisation, un président ne fait pas partie de cette hiérarchie militaire. Le premier responsable de l'armée, c'est le chef d'état-major général des armées qui agit directement sous les ordres du ministre de la Défense. C'est pourquoi, rassurez-vous, lorsque le président de la République nomme son chef d'état-major,
qui est à la fois son conseiller militaire, qui est à la fois le conseiller militaire du gouvernement, ce chef d'état-major doit d'abord être pour lui un homme de confiance. Et c'est pourquoi, quand il lui donne le drapeau, il lui dit, il lui confie toute l'armée. Il lui délègue tous les pouvoirs. Mais on ne peut pas, parce que tout simplement, on dit commandant en chef des forces armées. Et ce ne sont pas des titres qui sont inventés par le président lui-même. Ce sont des titres qui sont déjà préétablis. Et quand nous allons parler de la responsabilité de commandement, nous reviendrons plus en détail. Nous reviendrons plus en détail. Donc, Monsieur le Président, voilà donc ce rapport d'enquête